et bienvenue dans le Culture Mag, votre magazine des arts et des spectacles. Au sommaire aujourd'hui, retour sur l'affaire Oxfam, Scarlett Johansson. L'actrice a quitté l'association humanitaire. Quels sont les autres people qui sont engagés? Qui sont-ils? Pourquoi? À quoi servent-ils? Nous vous l'expliquerons. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le décès de l'acteur américain Philippe Seymour, retrouvé dans un appartement de New York. Nous verrons ses meilleures scènes. Et puis, nous écouterons de la musique à la française. Nous recevons la troupe Les Bisons Ravis. Leur spécialité, ils interprètent le répertoire de Boris Vian et le promènent un peu partout dans le Moyen-Orient pour prôner la paix et la joie. Après l'Arabie Saoudite, les Bisons Ravis sont en Israël. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. On commence avec ces quelques news. Et la clôture à Angoulême, en France, du 41e Festival de la bande dessinée. Le Grand Prix a été attribué à l'Américain Bill Watterson. Il vit reclus dans l'Ohio. Il refuse toute apparition publique. Bill Watterson a toujours refusé la marchandisation de son travail. Il a également refusé la routine. Créée en 1985, la bande dessinée Calvin et Hobbes a été arrêtée en 1995. Il avait peur de tourner en rond. Ce Grand Prix salue donc son état d'esprit, puis également son travail. Un autre succès à Angoulême, celui de Rutu Modan. La dessinatrice israélienne a reçu le prix spécial du jury pour la bande dessinée titrée La propriété. C'est l'histoire inspirée de sa propre famille, celle d'une grand-mère qui retourne en Pologne avec sa petite fille sur les traces de son passé. Et puis cette 41e messe de la bande dessinée a connu quelques polémiques. Des dessinateurs, parmi lesquels le français Ciné, le tunisien Willis from Tunis et l'israélien Amitai Sandy. Ces dessinateurs ont dénoncé dans une lettre ouverte la présence honteuse, ont-ils dit, d'un des sponsors, la marque de boissons gazeuses israélienne SodaStream, qui est partenaire du festival d'Angoulême. Réaction du responsable du festival, Franck Bondou. SodaStream, a-t-il dit au journal Le Monde, est implanté dans une colonie ancienne, en zone C, née des accords d'Oslo entre Israël et OLP. SodaStream emploie 500 travailleurs palestiniens. Ils travaillent dans de bonnes conditions. Cette société n'a rien de honteuse. Nous allons d'ailleurs revenir dans ce journal sur cette marque décidément très en haut de l'affiche cette semaine. En attendant, dans l'actualité de ce jour, l'interview étonnante de Christine Scott Thomas dans le journal anglais The Guardian. La comédienne dit qu'elle s'ennuie, qu'elle est agacée et qu'elle ne veut plus servir de caution à des projets fragiles. Elle a donc décidé d'arrêter le cinéma. Son dernier film est titré My Old Lady et il est réalisé par Israël Horowitz. Voilà, dans l'actualité également, la mort de Philippe Seymour Hoffman, qu'on a retrouvé dans un appartement près de Greenwich Village à New York. Bonjour Laetitia Loreni. Philippe Seymour Hoffman était l'un des acteurs fétiches du Culture Man. On adorait sa voix, sa rondeur, sa chevelure. Vous avez fait pour nous son palmarès de ses meilleurs rôles. On adorait aussi et surtout son talent, son énorme talent. Philippe Seymour Hoffman a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2005 pour sa performance dans Truman Capote, où il incarnait donc Truman Capote. Vous parliez de sa voix, sa voix rauque, sa voix grave, que l'on adore, sa voix qu'il a complètement métamorphosée dans ce rôle. On va regarder tout de suite des extraits de Truman Capote, c'était en 2005. My name is Truman Capote. Since I was a child, folks have thought they had me pegged because of, the way I talk. The world will see you as a monster. I don't want that. Sacrée personnalité. Un autre film qu'on adore. Alors, on va parler du film qui l'a lancé, qui l'a fait connaître du grand public. C'était la première fois qu'il tourne avec Paul Thomas Anderson. C'était dans Boogie Night, où il incarnait un technicien du son gay amoureux de Mark Wahlberg. Plusieurs scènes cultes. C'est d'ailleurs les premières images qu'on a pu voir sur le net lors de l'annonce de sa mort. Les gens, c'est l'une des performances préférées de ses fans et du monde du cinéma en règle générale. Ensuite, il revient bien évidemment dans The Big Lebowski des frères Cohen, où là, il joue l'homme servant du millionnaire Lebowski. On se rappelle d'une phrase culte, le moment où il décrit que Nancy Reagan n'était pas seulement la première dame de la Californie, mais la première dame de la nation.
On se rappelle bien évidemment aussi de Philip Seymour Hoffman dans Magnolia, où il retrouve Paul Thomas Anderson, le réalisateur, avec qui il a tourné 5 fois. Dans Magnolia, là, on a un Philip Seymour Hoffman rondouillard et beaucoup il a toujours plus été rondouillard. Hein. Toujours été, mais il s'est beaucoup métamorphosé. Hein. Il a pris beaucoup de poids, il en a perdu. C'est normal, ça c'est le rôle d'un knocker. D'autres. Alors évidemment Charlie Winston Zwar, où il jouait aux côtés de Tom Hanks, pour lequel il a été nominé aux Oscars, où il incarne exactement un agent de la CIA, où là il revient plutôt attendrissant mais beaucoup plus puissant et beaucoup plus effrayant. Une autre nomination aux Oscars, c'était pour The Master, c'était il y a 2 ans, en 2012, où il incarnait dans The Master un gourou, le chef d'une secte religieuse, aux côtés de Joaquin Phoenix. C'était l'une de ses plus grandes performances, à mon goût en tout cas. Et enfin, Hunger Games, qui est donc il lui est resté 7 jours de tournage pour pouvoir finaliser cette trilogie. On a pu le voir dans le Hunger Games Catching Fire, dont on voit les images actuellement. C'était l'année dernière. Et puis, on espère que ça n'empêchera pas les 2 prochains Hunger Games de sortir et de voir ses dernières performances. Merci Laetitia pour ce palmarès des meilleurs rôles de Philip Seymour Hoffman. Merci beaucoup. Retour maintenant sur l'affaire SodaStream, Scarlett Johansson et Oxfam. En donnant sa démission la semaine dernière, l'actrice a mis la lumière sur cette ONG Oxfam, sur son travail associatif et politique. Est-elle neutre? À quoi servent ses ambassadeurs? People, le point tout de suite avec Sandy Fortis. Avec le départ de Scarlett Johansson en tant qu'ambassadrice d'Oxfam, l'organisation à but non lucratif fait beaucoup parler d'elle. La participation de l'actrice à la campagne de pub de SodaStream, une compagnie israélienne, dérange les dirigeants d'Oxfam. Elle a donc annoncé qu'elle démissionnait du poste d'ambassadrice de l'organisation. Créée en 1995 par un groupe d'organisations indépendantes, Oxfam International lutte contre les injustices et la pauvreté. Un travail d'envergure pour lequel l'organisation fait appel à de nombreux bénévoles, mais aussi à des célébrités. Alanis Morissette, Anna Tawai, Justin Timberlake, elles sont nombreuses à soutenir Oxfam, mais 17 d'entre elles en sont devenues les ambassadeurs, menant dans le monde entier des campagnes pour l'organisation. Le groupe Coldplay a ainsi mis son succès à profit pour soutenir les campagnes d'Oxfam dans plus de 50 pays. Concentrant leurs efforts pour promouvoir le commerce équitable, les membres du groupe britannique se sont rendus à Haïti, mais aussi au Mexique et au Ghana. Même combat pour l'acteur Colin Firth qui s'est rendu en Éthiopie. L'actrice de Sex and the City, Christine Davis, se bat quant à elle auprès d'Oxfam pour le droit des femmes. I'm working with organizations like Oxfam. Mais aussi Annie Lennox, Desmond Tutu, Elena Christensen ou encore Minnie Driver, autant d'ambassadeurs qui utilisent leur notoriété pour promouvoir le message d'Oxfam auprès du public, mais surtout aussi auprès des instances décisionnaires. Cette association humanitaire qui se veut non gouvernementale, sans but lucratif, non conventionnel et non partisane, ne colle pas si bien à cette étiquette. Comme lors de l'affaire SodaStream, le groupe humanitaire qui accuse la compagnie israélienne de porter atteinte aux droits des Palestiniens s'est indigné qu'une de ses ambassadrices en soit l'égérie. En quittant l'association, l'actrice s'est toutefois défendue d'être la représentante d'un mouvement social ou politique, affirmant que SodaStream est une entreprise qui s'engage non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la construction d'une paix entre Israéliens et Palestiniens, avec des voisins travaillant côte à côte, recevant le même salaire, les mêmes avantages et les mêmes droits. Oxfam est clairement entré dans le jeu politique, un jeu qui, cette fois, lui a coûté une ambassadrice. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons recevoir la troupe des Bisons Ravis, l'anagramme de Boris Vian. C'est une compagnie française qui chante le répertoire de Boris Vian. En attendant, voici les highlights, l'agenda des expositions. Découvrez la Tour Infernale à la Galerie d'art de l'Université de Tel Aviv, une trilogie d'expositions présentant des œuvres d'art tirées de la collection Igal Aouvi. À l'instar d'une série, chaque exposition se termine par une note, la suite au prochain épisode. Le premier opus est appelé Babel, comme la tour, et s'attache à analyser les tours dans notre époque moderne. La collection Aouvi est l'une des plus riches en ce qui concerne l'art contemporain israélien et international. Elle contient plus de 1600 œuvres, dont plus de 850 d'artistes israéliens. Babel, premier volet de cette trilogie, à découvrir jusqu'au 24 avril.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La fermeture momentanée du Mauritius de La Haye pour travaux a permis le transfert de l'un de ses chefs-d'œuvre au Palazzo Fava de Bologne. La jeune fille à la perle, célèbre tableau de Vermeer, considéré comme l'un des 3 tableaux les plus connus au monde. Il s'agit de sa première exposition en Italie, ce qui suscite naturellement l'enthousiasme des amateurs d'art italiens. Plus de 100 000 visiteurs ont déjà acheté leur billet d'entrée. Aux côtés de ce chef-d'œuvre, on pourra y découvrir des tableaux de Rembrandt, ainsi que 36 autres œuvres provenant du musée haguenois jusqu'au 25 mai. On reste dans l'âge d'or de la peinture hollandaise avec une nouvelle exposition sur Rembrandt. Plus précisément, s'agit-il d'un Rembrandt, oui ou non? Tel est le nom de cette exposition abritée par la maison Rembrandt à Amsterdam. Si bien des tableaux prétendument signés de la main du maître de la Renaissance se sont révélés être des faux, d'autres que l'on croyait être de simples répliques ont finalement été identifiés comme de vrais chefs-d'œuvre. Alors, comment identifie-t-on un vrai Rembrandt? La réponse au Rembrandtus jusqu'au 27 avril. Voilà, sur le plateau, ils sont bavards, la troupe Les Bisons Ravis, c'est l'anagramme de Boris Vian. Vous êtes une compagnie qui vient de Lyon, vous existez depuis 2007 et vous tournez un peu partout avec ce spectacle en aviant la Zizi. Alors je propose, avant qu'on parle, qu'on en regarde un tout petit extrait. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit... Voilà, vous avez mis de la lumière dans les studios de i20. Il y en a déjà pas mal parce qu'on a du soleil, mais enfin là, vous avez mis vraiment de la joie. Alors, vous êtes en Israël, c'est la première fois? Exactement. Alors, lequel nous donne ces émotions? On peut faire un... Allez-y, Laurent. Alors, bah oui, c'est effectivement la première fois qu'on vient jouer en Israël et qu'on vient tout court en Israël, tout à fait. Voilà. Oui. Vous, ce pays, quelque chose? Super. On a eu le temps de visiter que Tel Aviv pour le moment, mais... Oui, vous allez tourner, vous avez plusieurs villes dans lesquelles vous tournez votre spectacle. Ah oui, Ashdod aussi. On va commencer à Ashdod et puis on va aller à Jérusalem. Alors, expliquez-nous comment 3 artistes de Lyon s'intéressent subitement au répertoire de Boris Vian. Alors c'est une longue histoire, mais en fait on a démarré en fait le spectacle autour de Boris Vian tous les 3 quand on était dans une école de musique à Villeurbanne, dans une commune à côté de Lyon. Et on s'est intéressé à ça parce qu'au départ c'était un spectacle de commande. On nous a demandé de travailler sur Boris Vian dans le cadre de l'école. Et puis ensuite vous l'avez transformé. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous attire dans son univers? C'est quoi? C'est les looks, le côté un peu franchouille? Oui. Mais c'est assez foisonnant en fait, parce que c'était un personnage un peu hors du commun, même s'il a vécu pas si longtemps, 39 ans. Mais il y a beaucoup de matière, c'est un peu loufoque, c'est plein de gags, mais à la fois aussi de côté un peu plus grave, plus tendre. Plus politique, plus poétique, politique, c'est pétillant, c'est plein de vie. Donc, voilà. On regarde là sur scène, comment ça se passe la réaction du public déjà en France? Comment il est... Voilà, en général, le spectacle est plutôt bien reçu. On a la chance d'avoir un spectacle qui est à la fois musical et théâtral. C'est vrai qu'on on arrive à séduire des gens à plusieurs endroits. Et comme on a choisi le registre plutôt humoristique de l'œuvre de Vian en chanson, a priori, la plupart du temps, la réception est plutôt bonne. En principe, les gens ressortent avec le sourire. Là, déjà, rien que de vous voir, ça donne le sourire. Et même dans le studio, enfin, vraiment, tout le monde sourit. C'est vrai, vous inspirez la gaieté. Comment on adapte les chansons? Qui les choisit? Et comment vous en faites la petite musique contemporaine, on va dire? Nous avons choisi 12 ou 13 chansons du répertoire de Boris Vian. Et nous les avons intercalées de scénettes théâtrales, en fait. Voilà, que nous avons écrit nous-mêmes. Voilà. Et du coup, en fait, on a choisi des chansons à la fois dans les chansons les plus connues pour pouvoir satisfaire un peu les connaisseurs, et à la fois dans les chansons moins connues. On s'est dispatché les chansons en tutti, les chansons qu'on chante tous ensemble, et puis quelques chansons solo. Quand il y en a un qui chante, du coup, les 2 autres accompagnent. C'est vrai qu'on a un spectacle dans lequel on chante, mais on joue également. On voit bien ça, il y a 3 instruments. Oui, il y a 3 instruments, effectivement. Piano, guitare, contrebasse. C'est vous la contrebasse. C'est ça, tout à fait. Vous avez tourné l'année dernière en Arabie Saoudite. Ouais. Comment ça a été ressenti, cette French touch, bien franchouille? On a joué dans les ambassades, en fait, de France. Donc c'est sûr que c'était un public francophone ou francophile. Et donc tout le monde venait avec... et puis en plus, comme là-bas, il n'y a pas vraiment de spectacle,
c'était un petit peu la touche de fraîcheur qui leur était donnée, quoi. Donc ça a été bien reçu. Je jouais également dans un lycée international français. Donc ah oui, mais alors si c'est la France qui parle français, ça vous donne pas... Il y avait quand parce même que vous néanmoins... exportez quand même une French quelque chose, non? Oui, mais c'est justement des gens qui sont sensibles à la base, quoi. Il n'y avait pas que des Français dans les ambassades. Et puis il y avait beaucoup de gens locaux, de Saoudiens, ça. Bon, bah écoutez, merci à tous les trois. On souhaite longue vie à votre spectacle en avion, la Zizik, ici en Israël. On va se quitter encore avec vous et vous chantez a cappella Maman. Exactement. Merci, c'est la fin du Culture Mag. On se quitte avec les bisons ravis. Maman, tes genoux. Maman, mes cheveux fous. Cette photo me fait rêver. Maman, je me revois il y a si longtemps. Maman, lorsque je